Cher maître, cher confrère, permettez-moi de présenter un cours intitulé sur les masses, conduite à tenir devant les masses cervicales chez l'enfant. Donc, pour ce faire, on va suivre le plan suivant. Donc, introduction, un petit rappel embryologique et anatomique, moyen d'exploration, gamme diagnostique avant de conclure. Les masses cervicales chez le fond, c'est un motif très fréquent de consultation en pédiatrie. Tous les éléments constituant le couple peuvent être à l'origine d'une tuméfaction cervicale. Donc, l'étiologie, elle est très diverse. Donc, infectieux, cancéreuse, hématologique, malformative vasculaire et nerveuse. L'échographie, c'est l'examen de première intention dans la majorité des cas, il suffit pour le diagnostic, mais des fois, on est ramené à compléter par une IRE ou un scanner. Le diagnostic positif, il repose sur un faisceau d'arguments, mais notamment l'âge et la topographie, ce sont les deux éléments clés pour orienter le diagnostic. Les difficultés diagnostiques sont variables depuis un diagnostic évident jusqu'à même une exploration chirurgicale. Un petit rappel embryologique. Deux mots sur l'origine embryologique de la thyroïde. Donc, la formation de la glande thyroïde commence vers l'âge de 24e jour de grossesse. Et puis, la thyroïde, elle migre suivant le trajet thyroïde-glosse, depuis la base de la langue jusqu'au niveau du cartilage thyroïde. Et normalement, le canal thyroïde-glosse, il évolue entre le 8e et 10e semaine de grossesse et le défaut de fermeture qui va être à l'origine des anomalies de Traxus thyroïde-glosse, notamment le kyste du Traxus thyroïde-glosse. Pour l'appareil bronchial, il apparaît vers l'âge de troisième, quatrième semaine de vie embryonnaire. Il s'agit de 6 paires d'arcs qui sont séparés par des dépressions ecto-endoplasmiques. Et chaque arc constitue un élément squelettique, musculaire et nerveux. Et c'est ces structures embryonnaires qui vont être à l'origine des différentes structures anatomiques du cou. Alors, trois principaux types d'anomalies de cet appareil bronchial qui est dû par un défaut de coalescence. Alors, on trouve la fistule borne, notamment appelée sinus. C'est un petit orifice cutané sans communication en profondeur. Alors là, l'échographie il n'a pas un intérêt sauf pour éliminer un kyste sous-jacent. Deuxième anomalie, c'est la fistule à deux orifices qui communiquant la peau à l'axe aérodigestif. Et là, l'intérêt de faire une fistulographie. Troisième anomalie, c'est la plus fréquente, c'est le kyste. Là, l'échographie, elle a tout un intérêt pour explorer ce type d'anomalie. Un petit rappel anatomique pour les différents espaces profonds de la face. Donc, à l'étage sus-iloïdien, donc on trouve l'espace pharyngé muqueux. En arrière, donc il y a l'espace rétropharyngé, puis l'espace prévertébral. Donc, latéralement, il y a l'espace parapharyngé divisé en deux étages. Le parapharyngé antérieur, c'est l'espace préstyloïdien. Le parapharyngé postérieur, c'est l'espace rétrostyloïdien. Et puis, en dehors, il y a l'espace masticateur et l'espace parotidien. À l'étage infrahyoïdien, ce sont des espaces graisseux qui sont séparés par des fascias aponeurotiques. En avant, immédiatement, il y a l'espace viscéral. C'est l'espace qui contient les différents éléments importants du corps, notamment la thyroïde, le parathyroïde, le trachée et l'œsophage. En arrière, il y a l'espace rétropharyngé et l'espace périvertébral. Donc l'espace périvertébral, c'est là où souvent les tumeurs sont situées à ce niveau-là. En dehors, il y a l'espace carotidien, l'espace cervical antérieur et postérieur. Donc passons maintenant aux moyens d'imagerie. Commençons par la radiographie standard. Est-ce que la radiographie standard a une place dans la détection des masses cervicales? Actuellement, il a peu d'intérêt. Et quand il est réalisé, il peut montrer parfois, par exemple, un élargissement des espaces prévertébrales qui peuvent orienter vers un abcès rétropharyngé. Il peut montrer de l'air intralésionnel et des niveaux hydroaériens qui peuvent orienter vers laryngocèle ou un kyste de quatrième fente et peuvent montrer même des calcifications qui orientent vers le neuroblastome et parfois des phlébolites qui orientent vers des malformations veineuses ou un hémangiome. L'échographie, l'échodoppler, c'est l'examen clé pour les diagnostics, c'est l'examen de première intention grâce à une sonde à haute fréquence.
Et le mode Doppler, le coude doit être en hyperextension pour dégager certains masses cervicales. Il a tout un intérêt pour préciser le caractère de la masse tissulaire ou liquidien, qui est un élément clé pour déclencher la démarche diagnostique. Pour étudier la vascularisation au mode Doppler, c'est un examen facile, anodin, non irradiant, qui ne nécessite pas de sédation et souvent il suffit pour le diagnostic. Mais des fois, on est devant des masses qui sont mal limitées, de situations profondes avec une extension médiastinale de l'intérêt de compléter notamment par une IRM. Alors, l'IRM, grâce à une antenne tête, on réalise des coupes fines de 3 à 5 mm. Les séquences les plus souvent utilisées, c'est le T2, T1, sans et après injection de gado. La région cervicale, c'est une région qui est graisseuse, donc on doit fatsater. Donc le T2 fatsat est important pour étudier les masses. Les T2 étoiles pour chercher les calcifications et les malformations vasculaires à flux rapide. L'enjeu IRM pour les lésions vasculaires. Et même la diffusion avec l'étude cartographique de l'ADC, beaucoup d'études et des études récentes qui ont montré une sensibilité spécificité élevée pour différencier entre les masses bénignes des masses malignes. Donc, il a une excellente résolution de contraste. Il a tout un intérêt pour les masses volumineuses avec une extension endocanalaire. Mais il a des inconvénients, notamment problèmes de sédation et les disponibilités et aussi les contre-indications de l'IRM, notamment les patients claustrophobes. Le scanner, il a l'intérêt, si l'IRM elle est non disponible, devant les masses volumineuses et profondes, il permet une bonne étude de l'os, des voies aériennes et la recherche des calcifications. Donc, on réalise une acquisition qui va prendre de la base du crâne jusqu'au orifice supérieur du thorax. Parfois, il faut atteindre même le médiastin dans des situations précises, par exemple devant les processus infectieux, les lymphomes et les masses issues du thorax. Donc, c'est une acquisition hélicoïdale. On réalise des coupes fines avec reconstruction multiplanaire et les lectures en fenêtres osseuses et parenchémateuses. Le C- à la recherche des calcifications. Et puis, il faut faire le C+, pour étudier le rehaussement. Les limites, c'est un examen qui est irradiant et aussi elle a des contre-indications, notamment une allergie aux produits de contraste. Un petit mot sur la radiologie interventionnelle. C'est surtout les biopsies, les ponctions biopsiques éco-guidées, scano-guidées et même sous IRM. L'artériographie, actuellement, il a des indications bien précises. C'est notamment pour préciser les afférences artérielles et lésionnelles et les études des axes vasculaires et leur hémodynamique. Et là aussi, surtout un intérêt thérapeutique, notamment l'embolisation. La fistulographie pour les fistules congénitales et les anomalies des arcs bronchiales. Et on peut même aller jusqu'à la cervicotomie exploratrice, voire une biopsie exérèse expontanée. Voilà. Passons maintenant au gamme diagnostic. Commençons par les masses ubiquitaires. Donc, dans cette catégorie, on trouve les ADP, les adénites, les abcès, les cellulites et l'infangiome kystique. Alors, les ADP, ce sont les causes les plus fréquentes des masses cervicales. Elles sont ubiquitaires parce qu'ils sont situés un peu partout dans les différentes chaînes cervicales que vous connaissez. Elles peuvent être tumorales, infectieuses ou inflammatoires. Comment faire la part des choses? Eh bien, évidemment, il y a des éléments qui peuvent nous orienter. Donc, devant une ADP qui est arrondie et régulier avec perte de différenciation corticomédulaire, un île qui est excentré, vascularisation anarchique, avec même effraction capsulaire et envahissement des structures adjacentes. Tous ces éléments orientent vers une ADP qui est plutôt maligne. Alors, l'adénite aiguë. Alors, l'adénite aiguë, c'est souvent le résultat d'une mauvaise évolution après 48 heures à 72 heures sous antibiothérapie. Alors, et se voit surtout chez les enfants de 1 à 4 ans avec fièvre et douleur dans un contexte d'infection ORL. À l'échographie, ce sont des ADP qui sont ovalaires avec une bonne différenciation corticomédulaire, respect du HIL et qui sont hypervascularisés au mode Doppler. Donc l'évolution se fait normalement vers la résolution, mais des fois l'évolution peut se faire vers la suppuration et aboutissant à un ganglion
abcédé. Celui-là, il est souvent volumineux, hypoïcogène, avec à son sein une zone qui est nettement anéchogène, qui est très évocatrice d'une absédation et qui est non vascularisée au Doppler. En absence toujours d'une bonne réponse aux antibiothérapie, alors là, il faut penser à d'autres étiologies, notamment des ATP tuberculeuses. Alors, surtout devant un notion de comptage tuberculeux, les signes d'imprégnation tuberculeuse, à l'échographie, ce sont des ADP qui sont hypoïcogènes avec une composante nécrotique, avec de l'odème périganglionnaire. L'évolution peut se faire vers la rupture capsulaire avec la constitution d'un abcès, voire la fistulisation. Alors, l'échographie, généralement, suffit dans le bilan d'adénite aiguë. Mais des fois, on est ramené de faire un scanner, surtout devant des signes cliniques, notamment en dysphagie, trisomie et torticolis chez un enfant de moins de 5 ans qui peuvent révéler un abcès rétropharyngé. C'est une collection hypodense avec rehaussement périphérique associé souvent à une cellulite. Et dans ce contexte-là, il faut toujours chercher une thrombose jugulaire septique. Alors, l'origine tumorale des ADP, ils sont rares en pédiatrie, mais il faut toujours y penser. Ils peuvent être des ADP lymphomateuses ou des ADP métastatiques. Dans le lymphome, ce sont souvent des ADP qui sont bilatérales, volumineuses, hypoïcogènes, homogènes, sans îles graisseux, qui sont bien limités. Et voilà, pas d'effraction capsulaire. Des fois, ils sont regroupés en magma. Ils sont diffuses, mais souvent les chaînes intéressées ce sont les chaînes postérieures et la région susclaviculaire. Et là, devant les ATP lymphomateuses, bien évidemment, il faut réaliser un bilan d'extension à la recherche des autres localisations, notamment médiastinales, intra- et rétropéritonéales. Les ADP métastatiques se vont dans le cadre d'un cancer du cavum ou carcinome thyroïdien. Ils suivent le territoire de drainage lymphatique. Ce sont des ATP qui ont une vascularisation anarchique au Doppler, avec une prise de contraste hétérogène au scanner. Le bord est régulier et souvent il y a une effraction capsulaire. Un cas de service, c'est un enfant de 10 ans qui présente, voilà, c'est une coupe scanographique Corona qui présente des multiples ADP latérocervicales bilatérales volumineuses homogènes et c'était en rapport avec des ADP lymphomateuses. Le lymphangiome kystique, ce sont des masses ubiquitaires parce que on peut les retrouver dans les différents étages cervico-thoraco-abdominal, mais la localisation cervicale et la plus fréquente, dans 80% des cas, et souvent c'est l'espace cervical postérieur au lincoln. Le diagnostic il est souvent anténatal ou durant la petite enfance, moins de 2 ans. Ce sont des masses qui sont kystiques, ino- ou multiloculaires, polylobulées avec des septa d'épaisseur variable. Au Doppler, ils sont avasculaires, ce qui permet de faire la différence avec l'angiome, sauf les vaisseaux qui peuvent être vascularisés. Ce sont des masses qui moulent les structures adjacentes avec possible extension en profondeur, d'où l'intérêt de faire une IRM pour le bilan cartographique. Alors à ce moment-là, ce sont des lésions qui sont kystiques hypo T1, hyper T2, avec possible signal graisseux ou hémorragique en cas de saignement. Et souvent, il n'y a pas de pédicule vasculaire, à la différence des mangiomes. Alors, les lymphangiomes kystiques, ce sont des lésions qui sont bénignes, mais qui sont potentiellement graves, déjà par le pouvoir d'extension et aussi par des complications, notamment l'hémorragie et les surinfections. Voilà. Un deuxième cas de service, c'est un enfant de 7 ans qui présente une tumification sous-auriculaire droite. À l'échographie, c'est une masse kystique lobulaire avec des cloisons et un scanner. C'est une masse paravertébrale kystique lobulaire avec des cloisons rehaussées, étendue même à la région parotidienne. Et c'était en rapport avec un lymphangiome kystique. Passons maintenant à la deuxième gamme diagnostique, ce sont les masses superficielles. Les masses de fascia superficielle du corps, dans cette catégorie, on va voir les tératomes, les kystes thermoïdes, le neurofibrome et le fibromatosis coli. Alors, le neurofibrome plexiforme superficiel, ce sont des pathologies congénitales qui se vendent de la neurofibromatose type 1. Il se développe à partir de plexus nerveux superficiel ou profond. C'est surtout le superficiel qui va nous intéresser dans ce chapitre.
Le plus souvent, ils sont multiples, pluriradiculaires avec tendance à l'expansion. L'intérêt de faire l'IRM, surtout les T2, parce qu'il y a, il y a un aspect typique, c'est l'aspect en cible, c'est l'hyposignal central T2 et l'hypersignal périphérique T2, c'est l'aspect en cible. La prise de contraste, elle est variable. Alors là, il y a un autre cas de service. C'est une fille de 5 ans qui présente une masse cervicale droite à l'échographie. Bah, c'est une masse isoécogène lobulée. Euh, et voilà, à l'IRM, c'est une masse parotidienne centrée sur la parotide. Et on voit là l'aspect en cible, les signaux, l'hyposignal T2 et l'hypersignal T2, c'est l'aspect en cible. Et on voit même à l'étage cérébral des obliques. Et le tout rentre dans la pathologie de neurofibromatose type 1 qui était confirmée génétiquement. Le fibromatosis scoli, c'est un hématome du muscle sternocleidomastoïdien qui est souvent dû à un accouchement dystocique par des manœuvres obstétricales. La résolution se fait généralement, la résolution elle est spontanée. Alors, le diagnostic clinique à la naissance devant un nouveau-né qui présente un torticolis avec rotation de la tête du côté sain et la palpation d'une masse dure au sein du muscle. L'échographie, c'est évident devant une un élargissement focal du muscle avec une échogénicité qui est variable selon l'évolution de l'hématome. Donc, c'est très clair, surtout si on fait un comparatif devant les deux côtés. Alors là, à gauche, le muscle sternocleidomastoïdien est respecté, là, il est tuméfié. Alors, le kyste dermoïde, souvent, c'est une masse ferme chez les nourrissons moins de 1 an, inuliculée, médiane, superficielle, sous-cutanée, qui est non vascularisée au Doppler, ce qui nous permet de faire la part des choses avec les ADP. Le tératome, ce sont des masses qui sont très hétérogènes, contenant des calciques, des graisses, des ondes liquidiens, des ondes tissulaires, parfois même des cheveux, des tissus organoïdes. Et le diagnostic anténatal peut se faire devant une adrémoniose et une masse cervicale contenant des calcifs. Alors, une masse cervicale contenant des calcifs, c'est très évocatrice d'un tératome. Et là, il faut, devant le risque de détresse respiratoire, il faut réaliser une IRE pour évaluer le retentissement sur les voies aériennes supérieures et pour prévenir une dystocie à l'accouchement et aussi une rupture tumorale. Passons maintenant à l'espace viscéral du cou. Alors, souvent, ce sont des lésions qui sont bénignes. Dans cette catégorie, on va voir les kystes de trachyte thyroïdose, les anomalies thyroïdiennes, les kystes de troisième, quatrième arc bronchiaux, la laryngocèle et les anomalies thymiques. Alors, commençons par le kyste de Trachus thyroglose. Ce sont ce sont les masses congénitales les plus fréquentes qui sont dues par un reliquat du Trachus thyroïdien et souvent, il y a une association avec une ectopie thyroïdienne. Alors là, il faut toujours chercher une ectopie thyroïdienne devant toute kyste Trachus thyroglose. Alors, le signe, ils peuvent siéger à n'importe quel point de migration de Trachus thyroglose de la base de la langue jusqu'à l'isthme thyroïdien passant par la région de prédilection, c'est la région hyoïdienne. Il est souvent médiane et quand il est paramédiane, il est souvent à gauche. Euh, Cliniquement, il se manifeste, la découverte, elle est à la naissance ou durant la première année de vie ou lors d'un épisode d'infection. Il se manifeste par une masse qui est mobile à la déglutition et la protrusion de la langue qui est un élément très important, c'est un élément important pour orienter le diagnostic. Alors, à l'échographie, il se manifeste par une masse kystique bien limitée de contenu transsonore et parfois échogène en cas d'hémorragie ou en cas d'infection. Alors, trois questions qu'il faut toujours poser devant le kyste thyroglose. C'est voilà les questions que le chirurgien attend au radiologue. Alors, il faut savoir, il faut voir le rapport avec l'os hyoïdien. Parfois, le kyste il est transfixant et le chirurgien doit enlever le corps hyoïdien pour réséquer le kyste. Deuxième question, c'est la thyroïde. Est-ce qu'elle est en place? Est-ce qu'il y a un parenchyme ectopique? Parce que c'est important pour le chirurgien de savoir si, par exemple, le seul parenchyme ectopique autour de kyste et la résection de kyste peut entraîner une hypothyroïdie définitive.
Troisième question, s'il y a un prolongement basilingal parce que peuvent être le lit d'un récidive. Passons maintenant aux anomalies thyroïdiennes. Commençons par la thyroïde ectopique qui est due par un défaut de migration le long du trajet embryologique. Elle est souvent basilingale. À l'échographie, et le diagnostic il est évident devant une lobe thyroïdienne vide avec la présence d'une masse de la base de la langue généralement arrondie, bien limitée, des constrictures homogènes, modérément hyperéchogènes qui vascularisées au Doppler. Au scanner, c'est une masse qui est spontanément hyperéchogène qui se rehausse fortement après injection de produits contrastes. Mais la confirmation elle est scintigraphique. Alors, le goitre néonatal, on l'évoque souvent chez une femme, une mère hypothyroïdienne avec augmentation de TSH, hyperstimulation de la thyroïde. Donc, à l'échographie, c'est évident devant un parenchyme homogène augmenté de volume. L'hypothyroïdie, c'est un goitre plutôt hétérogène avec un aspect pseudonodulaire et souvent hypervascularisé au Doppler. Pour les lésions nodulaires, à la différence de l'adulte, la découverte d'un nodule chez l'enfant est rare. Il est souvent bénigne, dans 85%, soit un adémon, soit un kyste keloïde. L'exemple là, devant une lésion nodulaire polaire inférieure du lobe gauche, bien limitée, avec même un halo périphérique et une vascularisation périphérique. Alors pour les lésions malignes, les lésions malignes se diffèrent les lésions malignes de l'enfant se diffèrent de l'adulte par sa rareté, son diagnostic tardif, un stade qui est très avancé, sa tendance à l'extension extra-thyroïdienne et son affinité par l'envahissement ganglionnaire, et aussi le type histologique qui est dominé par le carcinome papillaire, le folliculaire et le médulaire sont rares. L'exemple là devant un processus thyroïdien qui est hypoïcogène avec des calcifs, avec même une extension extra-thyroïdienne. Alors, les anomalies de quatrième et de troisième arc, ils ont une grande similitude, mais ils sont dominés par le quatrième arc. Ils sont souvent à gauche. Ils ont un trajet latérothyroïdien ou latéro-laryngé. L'orifice interne, il communique avec le sinus périforme, ce qui explique la présence de l'air dans les masses. Il n'y a pas d'orifice externe, sauf en cas de fistulisation secondaire. Alors, cliniquement, il y a deux tableaux, soit chez le nouveau-né devant un détresse respiratoire ou une masse aérée, communiquant par les voies aériennes, ou bien devant un enfant qui présente des tableaux d'abcès basiques cervicales récidivants. Donc, un enfant qui présente des abcès basiques cervicales récidivants, faut penser à une anomalie de quatrième arc. À l'échographie, c'est une masse latérothyroïdienne gauche hypoïcogène, anicogène, non vascularisée qui peuvent évoquer à tort une ADP nécrotique, mais la présence de l'air au sein de cette lésion se forme des petites zones échogènes palpiformes, oriente le diagnostic avec, on voit là, même un prolongement intrathyroïdien. Alors, les anomalies thymiques, il y a le thymus ectopique, et là, c'est un cas de service devant un nourrisson qui, avec une masse latérocervicale droite et l'échographie, a montré une formation phylmo-échogène rappelant l'écostructure du thymus, et c'était en rapport avec une ectopie thymique. On peut avoir un kyste thymique dû à la présence du canal thymopharyngé. La laryngocèle, elle est due à une dilatation anormale du ventricule de Morgani, qui est purement aérique, parfois mixte, due à la présence de sécrétions. La clinique se caractérise par la présence de stridor et dysphagie. Et au scanner, c'est une collection surmontée par le liquide réalisant un niveau hydroaérique et communiquant avec les voies aériennes supérieures. Passons maintenant à une autre gamme diagnostique, c'est l'espace périvertébral. C'est là où se situe la majorité des tumeurs, notamment le neuroblastome, le rhabdomyosarcome, le lymphome et le neurinome. Alors, le neuroblastome, ce sont des tumeurs solides, c'est les tumeurs solides les plus fréquentes chez les enfants moins de 5 ans. La localisation cervicale, elle est dans 2 à 5%. Là, il est souvent paravertébral, cervico-dorsal. À l'échographie, ce sont des masses tissulaires échogènes avec des microcalcifications, mais les limites sont mal vues en profondeur, de l'intérêt de compléter par un scanner ou une IRM. Alors, au scanner, il a une densité tissulaire avec des calcifs qui sont faiblement rehaussés. Il englobe les vaisseaux.
et se caractérise par une extension locale vers les espaces rétropharyngés et vers la base du crâne. Et l'IRM, toujours dans le cadre de bilan d'extension, présente une masse tissulaire, signal T1 hyper T2, prise de contraste hétérogène. Et l'extension se fait vers le trou de conjugaison selon un aspect de sablier. Le rhabdomyosarcome, on lui connaît deux pics d'âge, voilà, entre 2 à 5 ans et à l'âge d'adolescence. À l'échographie, ce sont des masses tissulaires hétérogènes mal limitées, envahissant rapidement les parties molles et les structures osseuses. L'IRM et la TDM dans le cadre de bilan d'extension montrent une masse solide, tissulaire, hétérogène, euh, un signal intermédiaire T1, un hyper T2. Les classifications sont rares. Les classifications sont rares. La prise de contraste elle est variable. Et ce sont des masses qui sont agressives avec une ostéolyse. Et souvent, il y a une extension à base de la langue. L'exemple là, c'est un processus latéro-cervical gauche qui prend un peu la totalité des espaces de la face, hétérogène, mal limité, avec une extension, avec même une extension à la base du langue. Passons maintenant à l'espace carotidien. Alors là, on va voir le kyste de deuxième marque, tumeur de glomus carotidien, ectasie jugulaire et thrombose de la veine jugulaire. Alors, l'anomalie de la deuxième fente, ce sont les anomalies les plus fréquentes des anomalies bronchiales. Et là, un orifice externe, cutané infra-huidien au niveau du bord antérieur du muscle sternocleidomastoïdien. Il a un trajet particulier en avant de muscles sternocleidomastoïdiens, en avant et en dehors des vaisseaux carotidiens et en arrière de la glande submandibulaire. Alors à l'échographie, là, c'est une masse bien limitée de nature liquidien, anéchogène. Alors voilà, qui est en dehors des vaisseaux carotidiens, en arrière de la glande submandibulaire et en avant du muscle sternocleidomastoïdien. Alors là, je vous montre un cas d'une fistulographie, donc en cathétérisant cet orifice cutané, ça permet de montrer le trajet de la fistule en avant du muscle sternocleidomastoïdien. Donc, les anomalies vasculaires, commençons par les malformations veineuses. Cliniquement, c'est une masse molle qui augmente aux manœuvres de Valsalva. La radiographie standard montre des phlébolites et l'échographie, c'est une masse hypoéchogène hétérogène. Au Doppler, il a un flux long, monophasique. La présence d'un flux biphasique, il faut penser à une malformation mixte artério-veineuse. Et s'il n'y a pas de flux, il faut penser à une thrombose. Alors, l'ectasie ou la fibrilloctasie de la veine jugulaire, c'est un diagnostic évident devant une augmentation de volume lors du cri ou lors d'une manœuvre de Valsalva. La thrombose des veines jugulaires, c'est rare. Parfois, il est après la pose d'un cathéter ou secondaire à une lésion compressive. Et la tumeur de glomus carotidien, il touche surtout la bifurcation carotidienne. Il est très hypervascularisé au scanner. Passons maintenant à l'espace parotidien. Alors là, faut savoir si la lésion elle est kystique, faut penser à un kyste de premier arc et là l'emphangiome. Si la lésion elle est solide, faut penser à une parotidite ou bien les tumeurs parotidiens. Et si la lésion est vascularisée, faut penser à l'hémangiome. Alors les anomalies de la première fente, ils sont rares. C'est moins de 10% parmi les anomalies bronchiales. Et là, il a un trajet le trajet de la fistule, il est intraparotidien avec un contact intime avec le nerf 7. Il est parallèle par rapport au conduit de type externe. L'orifice cutané, il est situé dans le triangle de pensée. C'est un triangle, c'est un espace virtuel qui est limité par le conduit de type externe, le menton et l'ossioïdien. Alors la clinique, alors là, il se présente avec une masse et l'orifice qui est situé dans ce triangle-là, dans ce triangle de pensée. Généralement, il n'y a pas de difficulté à l'échographie. Généralement, on est devant une masse kystique intra-thyroïdien qui communique avec un trajet fistuleux dirigé vers la peau. La chirurgie doit être le plus tôt possible avant l'installation des épisodes de surinfection parce qu'après c'est difficile, c'est une paradectomie avec résection du nerf 7.
Donc passons maintenant à la parotidite. La parotidite, c'est souvent, essentiellement, elle est origine, elle est souvent bilatérale. Dans la parotidite aiguë, il se manifeste cliniquement par une hypertrophie douloureuse et fébrile de la parotidite. Souvent, la clinique est suffisante, pas besoin de compléter par une échographie. Et si l'échographie est réalisée, on est devant une parotidomégalie bilatérale hypervascularisée au Doppler. Au scanner, une prise de contraste qui est intense. Alors, dans la parotidite aiguë bactérienne, c'est une parotidomégalie unilatérale avec même une suppuration, voire une absédation. Alors, la parotidite chronique, c'est un aspect qui est caractéristique. C'est une glande échogène hypertrophique contenant des multiples petits nodules hypoéchogènes mesurant de 2 à 4 mm qui correspondent aux dilatations canalaires. Les lithias sont rares chez l'enfant. Alors, les mangiomes parotidiens, ce sont les tumeurs salivaires les plus fréquentes chez l'enfant. Et ils sont ubiquitaires, mais la localisation parotidienne, c'est la localisation la plus fréquente. L'évolution, elle est spontanée vers voilà, le premier mois de vie. Et voilà, la radiographie standard à la recherche des phlébolithes. Et c'est une masse, généralement, c'est une masse tissulaire bien limitée de contours lobulés, hypoéchogène, occupant la totalité ou la quasi-totalité de la loge parotidienne et très vascularisée, et renformant de fines structures serpigineuses. Les tumeurs parotidiennes, les tumeurs bénignes, elles sont dominées par les adénomes pliomorphes, qui est souvent polaire inférieur homogène. Et les autres tumeurs, ils sont rares, comme le cystadénolymphome, tumeur mycoépidermoïde qui est évoquée devant une masse multikystique infiltrante. Les tumeurs malignes qui sont beaucoup plus rares, dominées par le rhabdomyosarcome, le lymphome non-hodgkinien, les tumeurs acineuses, le cylindrome. Ce sont généralement des masses parotidiennes, tissulaires, hétérogènes, mal limitées, qui dépassent rapidement les limites de la glande et qui envahissent les structures de voisinage. Et là, il faut réaliser un bilan d'extension à la recherche d'une extension à la base du crâne. Voilà, donc au total, devant les masses cervicales, alors si on est devant une masse latérocervicale, il faut savoir si la masse est parotidienne ou non parotidienne. Donc les masses non parotidiennes kystiques, il faut chercher le kyste bronchiogénique et le lymphangiome kystique. Dans les kystes non parotidiens solides, la catégorie superficielle, voilà, chercher le tératome, le neurofibrome, voilà, le neurofibrome et le kyste dermoïde. Dans l'espace périvertébral, il faut chercher les tumeurs, par exemple le rhabdomyosarcome, le neuroblastome et le lymphome. Et aussi les anomalies vasculaires, les ATP qui peuvent être infectieuses et tumorales. Et pour les masses parotidiennes kystiques, alors il faut chercher les kystes du premier arc et l'lymphangiome kystique. Les masses parotidiennes solides, faut chercher les parotidites et les tumeurs tumorales et les mangiomes. Devant les masses de l'espace viscérales, voilà, les masses médianes, alors là, il faut chercher le kyste thyroglose, les anomalies thyroïdiennes, les kystes de troisième, quatrième marque bronchiale, les laryngocèles et les anomalies thymiques. Donc, aux conclusions, les masses cervicales, ce sont des motifs qui sont très fréquents en pédiatrie. L'étiologie, elle est très différente. Il faut savoir, voilà, penser à une éventualité maligne pour établir le diagnostic précoce et pour améliorer le pronostic. L'analyse de l'espace atteint et la topographie, ce sont les éléments clés pour orienter la démarche diagnostique. Et je vous remercie.